bienvenue à toutes, à tous ce soir à cette masterclass. Sujet d'actualité très intéressant, un conflit armé éclate sur le marché, savoir réagir et s'adapter. Et puis on a le plaisir et puis aussi le privilège de recevoir trois personnes qui vont pouvoir traiter de ce sujet-là. Anna Dimitrova, qui est professeure à SK, School of Management, Affaires internationales. Nathalie Bellost, qui est professeure associée à l'EM Lyon, département de stratégie et organisation, et Charbel Canaan, qui est entrepreneur français en Ukraine, donc qui va pouvoir nous faire part, remonter là, les expériences, le vécu du terrain. Donc, ça va permettre d'avoir une belle présentation et puis animation de tout ça. Donc, je vous inviterai peut-être à éteindre votre micro pendant les présentations qui devraient durer à peu près 35-40 minutes. Et après, on va avoir une période d'échange. Je ne dis pas seulement juste de questions parce que ça peut être des réflexions, des commentaires, c'est une discussion sur ce qui a été dit et puis des questions probablement posées à nos invités. Et voilà, donc, écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités, l'ordre dans lequel vous avez établi ou déterminé. Vous pouvez déjà télécharger votre présentation, l'afficher. À vous la parole. Merci. Alors, je suis pas sûre de... Est-ce que du coup, on peut partager la présentation? Comment voulez-vous qu'on procède en fait? Est-ce que je partage l'écran? Oui, vous Mon pouvez écran? déjà. Oui, je peux partager mon écran avec vous. Comme ça, je vais devriez pouvoir, démarrer. ouais. Et Nathalie, voilà, comme ça, tu pourras reprendre aussi. Oui, tout à fait, pas de problème. Petit instant. Je pense que ça va venir. On voit, oui. C'est juste de le mettre en mode écran et puis c'est bon. Oui, c'est ça. J'essaye. Alors, j'ai des petits bugs, mais je pense que ça va le faire. Ça va arriver. C'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. c'est bon. Ouais. Ok. Très bien. Tout d'abord, je tiens à remercier la Fabrique de l'exportation pour cette invitation. On a le plaisir avec ma collègue Nathalie Bellost d'intervenir auprès de vous sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est notamment celui de savoir comment les entreprises opèrent-elles aujourd'hui dans une zone de conflit. Donc, je tiens à préciser que justement, ce qu'on va en fait partager avec vous est issu en grande partie de nos travaux de recherche sur justement les stratégies des entreprises dans les zones de conflit. On va alimenter en fait au fur et à mesure la présentation avec pas mal d'exemples en nous focalisant plus particulièrement sur un exemple en fait qui est celui de l'entreprise française Lafarge en Syrie. Mais pour vous donner un cadre tout d'abord plus large sur ce sujet, j'aimerais tout d'abord commencer par définir ce que c'est une zone de conflit. Alors pourquoi cette question est importante? Eh bien, je pense qu'on l'a constaté à plusieurs reprises avec Nathalie, que souvent les entreprises qui investissent dans les zones de conflit ne se rendent pas compte de la particularité et de la complexité de ce que c'est une zone de conflit. Voilà pourquoi il est important de distinguer quelques spécificités qui justement distinguent les zones de conflit d'une zone pacifique dans laquelle voilà, une entreprise peut opérer sans forcément tenir compte du contexte. Ce n'est pas le cas d'une zone de conflit qui se caractérise par plusieurs choses, en commençant par la présence d'une violence organisée persistante. Bien évidemment, la violence peut varier et souvent, lorsqu'un conflit explose, se déclenche, la violence peut, dans un premier temps, être assez faible. Et puis, au fur et à mesure en fait, de l'évolution du conflit, cette violence peut accroître.
Donc, il est important, en fait, pour une entreprise qui se trouve dans une zone de conflit, de mesurer le niveau de progression et d'évolution de la violence. Et en même temps, mesurer aussi son exposition face à cette violence. Ensuite, la deuxième caractéristique importante dans une zone de conflit, c'est l'effondrement partiel au total des institutions étatiques. Alors, on sait très bien que normalement, lorsque dans le cas en fait global, lorsqu'une entreprise investit dans un pays étranger, l'entreprise communique principalement et enfin, surtout avec des institutions étatiques, avec le gouvernement en fait de l'État d'accueil. Sauf que dans une zone de conflit, souvent les institutions étatiques sont ébranlées partiellement ou même totalement, ce qui amène l'entreprise à s'adapter à cette en fait nouvelle situation. Et cela m'amène au troisième point, qui est celui en fait de la fragmentation du pouvoir étatique au profit souvent d'acteurs non étatiques armés. Donc, au fur et à mesure de son adaptation au conflit et au contexte, une entreprise peut être en fait amenée à ne plus communiquer avec des acteurs étatiques, mais de plus en plus avec des acteurs non étatiques armés. Et du coup, on va voir en fait que dans certains cas, ça peut même amener à des dérapages. La quatrième et la dernière caractéristique d'une zone de conflit, c'est justement une forte imprévisibilité politique avec également une forte instabilité économique qui constitue aussi des risques assez importants pour les entreprises qui doivent également être prises en considération. Alors ici, je vous propose juste un regard rapide sur une carte en fait des conflits aujourd'hui. Donc la carte nous parvient de la source World Watch qui représente l'état des conflits sur une période de 2 ans et demi, de 2024 jusqu'à aujourd'hui, 2026. Alors, l'intérêt, en fait, de cette carte, c'est, et je ne vais pas entrer dans le détail, c'est juste de voir la présence assez prononcée de plusieurs conflits. Tout simplement, en fait, pour dire qu'actuellement, on vit dans une époque marquée de plusieurs conflits, à la fois internationaux et à la fois en fait interétatiques et intra-étatiques, c'est-à-dire des conflits internationaux comme des guerres civiles, et que de ce fait, plusieurs entreprises qui investissent dans ces pays seront amenées et sont actuellement amenées à faire face à ces conflits. Alors peut-être juste deux focus sur deux régions qui apparaissent clairement sur la carte, en commençant par l'arc de crise, qui est cette région en fait bien connue, très conflictuelle depuis des longues années, depuis longue date, qui est celle qui commence de Mali jusqu'à la Corne de l'Afrique, qui reste un conflit traditionnellement ébranlé de conflits. Et actuellement, à cette zone conflictuelle se rajoute une zone qui est peut-être a été moins considérée auparavant comme étant conflictuelle, mais aujourd'hui se distingue comme telle, qui est notamment la zone en fait des pays du Golfe et qui, elle, s'étale en fait beaucoup vers l'Asie, jusqu'à l'Inde et même au-delà de la Birmanie. Et à ces deux zones de conflit qui, justement, concernent plusieurs pays, aujourd'hui, bien évidemment, il faut en rajouter une troisième qui est un conflit, en fait, international, interétatique, mais aussi international, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, sachant justement que nous sommes dans un monde, dans une ère de plus en plus marquée par les conflits, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire en fait lorsqu'elles se trouvent dans une zone de conflit? Quelles sont les stratégies qu'une entreprise peut adopter? Alors souvent ces stratégies sont décrites dans la littérature par un concept assez à la mode ou plutôt un modèle assez
à la mode, qui est celui du modèle TARA. En fait, TARA, l'acronyme est en anglais, ça signifie tout simplement 4 stratégies en fait que les entreprises peuvent adopter lorsqu'ils se trouvent dans une zone de conflit. C'est notamment la stratégie transfer, transférer le conflit, j'expliquerai comment, ou plutôt les risques en fait auxquels l'entreprise s'affronte. Ensuite, avoid, donc éviter le conflit, reduce pour réduire sa présence dans cette zone et enfin accepter le conflit. Alors, la première stratégie qui est celle du retrait ou la stratégie en fait d'évitement, exit avoid, est une stratégie adoptée assez souvent en fait par des entreprises qui mesurent en fait le conflit et se disent ne pas vouloir y rester puisque les risques justement sont largement supérieurs aux bénéfices potentiels. Là, je peux en fait évoquer plusieurs exemples, comme celui par exemple de l'entreprise Bell qui a pris la décision de se retirer de la Syrie lorsque la guerre civile en 2011 a commencé. C'est également le cas de Total en Syrie, qui aussi a pris la décision de se retirer une fois la guerre civile commencée. Alors, les raisons pour les deux entreprises sont différentes. Total a pris sa décision tout simplement car lors de la guerre civile en Syrie, il y a eu des sanctions internationales, notamment des sanctions imposées à l'encontre du régime de Bachar al-Assad de la part de l'Union européenne qui interdisait tout commerce avec le gaz et le pétrole. Donc pour une entreprise comme Total, il était impossible en fait de rester et continuer à opérer en Syrie étant donné les sanctions internationales. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est la stratégie de maintien des opérations dans une zone de conflit, stay and accept. C'est notamment le cas de Lafarge, la multinationale française qui est restée en Syrie, a fait le choix d'y rester et de continuer à opérer malgré le fait que la guerre civile continuait, malgré le fait que la violence augmentait, y compris en proximité de l'entreprise. Et on reviendra au cas Lafarge tout à l'heure, mais comme vous avez certainement suivi l'actualité, notamment en France, le 13 avril 2026, la Cour à Paris a jugé Lafarge coupable de financement de groupes terroristes en Syrie, notamment parmi lesquels en fait, et notamment l'État islamique. Mais on y reviendra tout à l'heure. La troisième est les stratégies d'adaptation opportuniste. C'est une stratégie qui est souvent adaptée par des entreprises qui pensent pouvoir transférer le risque à des tiers parties. Une tiers partie, ça pourrait être tout simplement un assureur, et souvent les entreprises qui opèrent dans des zones de risque ont leur investissement assuré, mais ça peut être aussi un acteur étatique ou non étatique avec lequel l'entreprise fait un contrat d'assurer en fait sa protection. Sur place. C'est notamment le cas de Lundin Oil. C'est une entreprise suédoise qui opère, comme le nom l'indique, dans les industries extractives, qui a fait le choix de rester au Soudan malgré la guerre civile. Et entre 1998 et 2002, l'entreprise avait signé en quelque sorte un accord avec des groupes armés étatiques ou para-étatiques pour assurer la sécurité de son site dans le pays. En 2010, une enquête a été ouverte contre Lundin Oil et actuellement le procès est toujours en cours car la collecte en fait de preuves s'avère assez difficile étant donné que plusieurs années se sont écoulées depuis les événements.
Et la quatrième et dernière stratégie, c'est une stratégie hybride qui en fait correspondrait à une sorte de stay but reduce, ou ça pourrait être aussi exit and re-entry. Donc ça pourrait être une stratégie en fait de retrait du pays et retour plus tard une fois le contexte amélioré ou le conflit fini. Pour ces stratégies, je pourrais donner l'exemple de Total Energy qui a fait et continue à faire pas mal de bruit aussi dans la presse française. Donc Total Energy, notamment au Mozambique, a décidé de suspendre ses opérations en 2021 à cause justement de l'instabilité politique et de la violence qui augmentait notamment autour de son site dans le pays. Et il y a quelques mois, en janvier 2026, Total Energy a annoncé en nouveau son retour au Mozambique. Donc, on voit ici cette stratégie de se retirer et revenir plus tard. D'ailleurs, la décision de Total de revenir au Mozambique est assez contestée, assez controversée. Et comme je l'ai dit, il y a pas mal de polémiques par rapport à cette décision. Alors, maintenant, je vais faire un focus sur le cas Lafarge et je passerai ensuite la parole aussi à Nathalie qui compléterait notamment sur le cas de Lafarge. Alors, pour ma part, je vais juste très rapidement présenter le contexte qui est très complexe. Donc, la présentation sera sans doute assez insuffisante, mais on va ensuite faire un focus sur les choses qui nous semblent plus importantes. Donc, Lafarge est entré en Syrie en 2007. C'est important puisqu'en 2007, la Syrie n'était pas considérée comme une zone de conflit. C'était un pays certes autoritaire, avec un régime présent depuis longue date, mais faire du business dans un contexte autoritaire était tout à fait possible une fois qu'on s'adapte en fait aux règles du régime. Donc Lafarge rentre dans le pays en faisant une acquisition en fait d'une compagnie égyptienne qui était déjà présente et qui avait déjà en fait obtenu le droit de construire une cimenterie dans la région du nord-est de la Syrie, dans la ville de Jalabaya. Et donc Lafarge va financer la construction de cette cimenterie qui représente plusieurs millions de dollars, donc un investissement assez colossal, assez important. Les travaux sont lourds et longs. En 2010, l'entreprise peut enfin commencer à opérer. Donc, la cimenterie est officiellement ouverte. Et pour la faire opérer, donc Lafarge crée une filiale locale syrienne nommée Lafarge Cement Syria, qui opère aussi avec un partenaire local dirigé par Firas Tlas, un Syrien, un entrepreneur syrien très proche du régime de Bachar al-Assad, qui joue un rôle très important en fait dans l'affaire, puisque c'est lui le principal intermédiaire entre la filière locale de Lafarge et le régime de Bachar al-Assad. Alors, l'investissement de Lafarge en Syrie est très stratégique. Ça permet à Lafarge d'étendre en fait sa présence dans la région du Moyen-Orient. Comme je l'ai déjà évoqué, il s'agit d'un régime autoritaire mais plutôt stable. Et en plus, ils ont Firas Tlas à bord de la filiale syrienne. La localisation est aussi très stratégique, donc l'emplacement est très stratégiquement choisi, étant donné la proximité de matières premières et aussi de l'eau qui sont indispensables pour produire du ciment, et étant donné aussi la proximité d'autoroutes qui, elle aussi, est importante pour pouvoir acheminer le ciment.
En plus de tout ça, le contexte de l'industrie locale est aussi très favorable, car le marché de ciment en ce moment est très dynamique et il y a une demande aussi en hausse, notamment par rapport à la reconstruction de certaines parties en Irak, sachant que l'Irak se trouve juste en fait à côté de là où l'entreprise avait construit sa centrale, son usine. Donc en 2010, les opérations démarrent et quelques mois plus tard, la guerre civile commence. Donc l'entreprise doit vite prendre la décision de rester ou de sortir de la Syrie. Donc le fameux dilemme auquel les entreprises sont confrontées est là, rester ou sortir. L'entreprise prend clairement la décision d'y rester, malgré le fait que beaucoup d'autres entreprises françaises décident de sortir. C'est notamment le cas de Total et Bell, que j'ai déjà mentionné, mais aussi Schneider. Donc en fait, Lafarge, me semble-t-il, serait la seule entreprise en fait française qui décide d'y rester. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. L'investissement est colossal, comme je l'ai déjà évoqué. Donc rester se retirer au risque de perdre tout cet investissement semble, voilà, semble, en tout cas, j'imagine aux yeux des entreprises, un choix déraisonné. Deuxième raison, il y a des sanctions internationales imposées à la Syrie. C'est la raison principale pour laquelle Total se retire de la Syrie. Mais ces sanctions internationales concernent uniquement le commerce avec le gaz et le pétrole, pas le ciment. Donc le ciment n'étant pas concerné, cela conforte en fait l'entreprise quelque part dans son choix. Et en plus, une guerre civile, un conflit, signifie clairement, potentiellement, une reconstruction pendant la période post-conflit, ce qui réconforte encore une fois l'entreprise dans sa décision d'y rester. Il y a d'autres critères aussi qui se rajoutent à ces décisions. On va les voir tout à l'heure. J'ai déjà mentionné l'importance en fait de la violence et de l'exposition de l'entreprise par rapport au conflit. Au début, l'entreprise est assez peu exposée au conflit. La guerre civile commence d'abord à l'opposé en fait du pays, à Damas. Donc sur une carte, voilà, c'est vraiment à l'opposé par rapport à Jalabia, le nord-est de la Syrie, où l'entreprise se trouve. Donc il s'agit d'une exposition assez périphérique, assez faible, et de ce fait aussi l'exposition de l'entreprise à la violence au départ du conflit est assez faible. Cependant, ça va évoluer très vite et on va voir que l'entreprise, en fait, va être un peu aveuglée, en fait, dans ses réactions et va tarder, en fait, de réagir proprement. Alors, l'entreprise va prendre quand même une mesure pour limiter en tout cas les risques, qui est celle de recruter un manager local de la sécurité. Donc en 2011, ce manager local, qui est par ailleurs un ancien représentant des forces de renseignement norvégiennes, va arriver, donc un profil assez intéressant, assez atypique, va arriver en fait à Jalabia et pendant 2 ans, de 2011 jusqu'à 2013, il va assurer la sécurité locale de l'entreprise. Donc, profil atypique, mais en même temps, quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans des zones de conflit et qui en plus parle couramment l'arabe. Donc voilà, un profil encore une fois assez intéressant. Donc la personne s'appelle Jacobo Ernest. Il a publié par la suite un ouvrage en 2016 qui s'appelle Faire justement des affaires dans une zone de guerre. Un ouvrage vraiment passionnant dans lequel il raconte en fait sa vision de ce qui s'est passé en Syrie. Alors, juste pour finir sur le contexte local, donc entre 2011 et 2012, les événements vont évoluer très rapidement. Il y a une escalade de la situation, notamment près de la cimenterie. Plusieurs acteurs armés
apparaissent en proximité de l'usine. Et malgré le fait que l'entreprise essaye, d'après ce qu'on a compris avec Nathalie, de tenir compte des différents groupes armés, ça évolue tellement rapidement que je pense le mapping voilà, fait par l'entreprise n'était pas assez précis. Il y a aussi des incidents, notamment d'enlèvement d'employés, qui se passent. Lors de l'un de ces enlèvements, il y a eu aussi une demande de rançon qui a été payé justement par Jacob Werner. C'est lui-même qui raconte en fait cet événement et comment il a rencontré justement les ravisseurs pour pouvoir faire l'échange, l'argent et qui garantissait en fait la liberté des employés. En mars 2012, l'entreprise va expatrier tout le personnel étranger, mais les employés locaux vont continuer à travailler. Et c'est l'un des points voilà, assez controversés. Donc, tous les expatriés sont évacués, mais les employés locaux restent sur place et continuent à maintenir quand même une certaine production, même si la production est assez diminuée. En 2013, parmi les groupes terroristes armés dans un premier temps, et par la suite, au sein de ces groupes armés, apparaissent aussi des groupes terroristes, il y a aussi l'État islamique. Et comme ces groupes, en fait, vont commencer à bloquer les routes, à demander des droits de passage, l'entreprise va de plus en plus faire des paiements qu'elle appelle des paiements de sécurité à ces groupes. Et ça va créer par la suite une sorte de spirale descendante, puisque plus en fait l'entreprise paye à ces groupes, plus en fait les demandes de paiement augmentent et plus le nombre aussi de groupes armés qui réclament des paiements augmente. Donc tout ça nous amène à une fin assez catastrophique, puisqu'en septembre 2014, les derniers employés locaux de la filiale syrienne vont quitter l'usine quelques heures avant que l'État islamique va s'introduire en fait dans l'usine et va prendre le contrôle sur l'usine. Donc, juste en quelques mots, l'affaire Lafarge reste quelque part non connue jusqu'à 2016. Donc, pour rappel, l'entreprise se retire. Donc, en fait, c'est pas vraiment un retrait, c'est un retrait forcé, en fait. C'est pas un retrait planifié, c'est un retrait forcé, en fait, que l'entreprise fait en septembre 2014 en abandonnant carrément l'usine avec tous les matériaux, toutes les machines qui étaient sur place. Et 2 ans plus tard, en novembre 2016, les premières révélations commencent à sortir dans la presse et des ONG, notamment l'ONG Sherpa, avec aussi le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, vont être contactés par 11 anciens employés de la filiale syrienne et vont porter plainte contre Lafarge, la filiale syrienne et 3 dirigeants qui vont justement déclencher l'ouverture d'un procès. Donc, au fur et à mesure en fait de l'enquête, il va s'avérer que Lafarge aurait payé plus de 15 millions de dollars américains à des groupes armés, parmi lesquels l'État islamique, mais aussi plein d'autres comme le Front al-Nusra. Et par la suite, Lafarge, sa filiale, et en Syrie et plusieurs dirigeants, au nombre de 8 en fait pour être précise, vont être accusés de violation des sanctions internationales imposées à l'égard de la Syrie, financement de groupes terroristes, et c'est notamment l'accusation par rapport à laquelle l'entreprise a été trouvée coupable par la Cour le 13 avril 2026, et aussi complicité dans des crimes de guerre. Donc, voilà pour ma part. Sans m'étaler plus, je proposais peut-être que Nathalie reprenne. Nathalie, si tu veux bien, Oui, sur tout à la fait. suite, notamment voilà, les leçons à tirer, la myopie organisationnelle et tout ce qu'il en suit. Donc, en fait, avec Anna, on suit l'affaire voilà, quasiment depuis le départ, enfin si, depuis le départ.
Et en fait, on a essayé de comprendre comment une entreprise voilà, française, pignon sur rue, c'est des gens compétents qui étaient à la tête. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à un marasme aussi grand, quand même, des peines de prison pour les dirigeants? Enfin, il faut quand même se rendre compte des montants assez forts et astronomiques sur voilà, les amendes qui doivent être payées. Bon, voilà, comment est-ce qu'on en arrive à ce marasme-là? Et puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce cas et pour pas que les choses se représentent? Donc, avec Anna, on pense qu'il y a clairement, et ça a quand même été montré au cours des audiences, ce qu'on a, nous, appelé une myopie organisationnelle. C'est-à-dire qu'une myopie organisationnelle, c'est pas de l'aveuglement. C'est pas c'est pas de l'ignorance, c'est pas de l'aveuglement, mais c'est l'incapacité structurelle d'une organisation à transformer l'information disponible en décision de rupture. En gros, c'est vraiment l'entreprise, elle voit, mais elle change pas de cap. Alors, les raisons, elles sont multiples, mais ce qui est important dans la question de la responsabilité des entreprises, c'est de comprendre que c'est pas que le contexte, c'est eux aussi qui ont construit cette myopie. Alors, dans cette myopie, c'est-à-dire le fait de faire remonter des informations, elles sont remontées, hein. Donc, comment dire, les minutes du comité exécutif, elles ont été disponibles, elles sont toujours dans la presse, voilà, vous pouvez les retrouver. Clairement, on ne manque pas d'informations. Par contre, c'est sur quelles informations on se base? Comme on vous l'a dit, il y a déjà des informations qui ont été données par des intermédiaires. Donc, tout au long de son histoire et surtout la décision de rester, ils vont s'entourer d'intermédiaires. D'abord, Firaslas, qui va d'abord être un allié du régime, puis qui va changer de veste. Donc, ils vont devenir, il va les soutenir auprès de l'armée syrienne libre. Et puis, il y aura d'autres intermédiaires, je passe rapidement, auxquels ils vont avoir recours, mais qu'ils ne connaissent pas très, très bien, à part les personnes qu'ils ont embauchées, donc notamment le directeur de la sécurité de l'usine, qui, au bout d'un moment, va quand même partir. Ils vont voilà, se créer une forme de dépendance. Alors, d'autant plus, dans la responsabilité organisationnelle, vous êtes tous dans des entreprises, quand votre directeur de la sécurité de l'usine dit « je veux rentrer, c'est trop dangereux, ma tête est mise à prix », je pense que c'est un signal, enfin vous me direz peut-être le contraire, hein, mais je pense que c'est un signal assez clair de la situation sur place. Et la situation sur place, c'est ce qu'Anna vous a décrit, c'est un ensemble de milices armées avec plein alors pour le coup, c'est vrai, difficile à comprendre parce que c'était des petits groupes, alors des groupes qui appartenaient aux milices kurdes ou au Front al-Nosra ou à d'autres groupes assez non identifiés ou qui se revendiquaient de l'armée syrienne libre. Donc c'était vraiment très difficile. Et puis ces groupes, ils changeaient d'obédience un peu tous les jours, ils changeaient de chef, ils s'entretuaient aussi entre eux. Bon, c'était un joyeux bazar. Et pour y voir clair, ils avaient quelqu'un de très bien qui était directeur de la sécurité qui leur faisait qui échangeait avec ces milices pour s'assurer de la sécurité de l'usine, ce qui s'est transformé en pot de vin. Bon, alors là, on est dans la complète illégalité, on est bien d'accord. Mais bon, la prise de l'habitude de travailler avec ces groupes armés. Et puis, à un moment, arrive un groupe armé que personne ne connaît, parce que maintenant, quand on vous dit Daesh, bah oui, c'est sûr qu'on a tous 2015 en tête, donc Daesh, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais en 2012-2013, c'était pas le cas. C'est-à-dire, c'est un groupe armé comme il y en avait. Alors oui, bon, il commence à avoir une sale réputation jusqu'à ce qu'en 2013, voilà, l'Europe commence à dire, ah non, 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 là, et les États-Unis, bien sûr, à dire, non, non, ça, c'est un groupe terroriste et le qualifie comme tel. Donc voilà, là aussi, il y avait un signal assez fort. Mais avant, c'est vrai que voilà, c'était un groupe armé parmi elles. Et comme ils avaient déjà arrosé tout le monde, bon, ils ont continué avec ce groupe-là, hein. Donc, et je n'excuse rien, hein, je vous dis un peu comment on a compris les choses et ce qui est ressorti aussi des verbatims des individus.
Donc, dans le fait de rester, il y avait aussi une question d'argent, en se disant, on a investi 680 millions d'euros. Bon, voilà, on n'a pas tellement envie de laisser notre investissement sur place, donc on va assurer la protection de l'usine au maximum de ce que l'on peut. Voilà, donc il y a alors dans les facteurs d'analyse, je ne vais pas tous vous les passer parce qu'ils sont assez nombreux, mais il y a un autre élément dont Anna n'a pas encore parlé, mais qui fait qu'à partir, on va dire, des années 2012, commence à poindre dans le board et la décision de faire une fusion avec le groupe Holcim. Donc ça pourrait, alors on n'a pas de preuves, voilà, mais ça pourrait expliquer le fait que quand vous êtes un groupe, que vous voulez faire une fusion, que généralement vous êtes dans l'avantage dans cette fusion, vous êtes le plus gros groupe, c'est le plus important, et c'était le cas à l'époque, vous cherchez à habiller la mariée, voilà, faire en sorte qu'elle soit toute belle et vous la présentez pas avec une couette qui manque ou voilà, du maquillage sur le visage, si vous voulez. Vous faites en sorte que votre mariée soit toute belle. Donc, c'est vrai que comme c'était un investissement très, très important de l'époque, il y avait, OK, il y a la fusion, là, il y a l'usine. Si on rentre, on perd clairement hein, les actifs. Est-ce que c'est le moment? Donc, il y a peut-être ça aussi qui a joué. Et puis, le fait aussi, et on le retrouve dans les verbatims des dirigeants, le fait que beaucoup d'entre eux ont sous-estimé la durée du conflit. On est à peu près tous pareils. Hein. Là, on parle d'Ormuz, on disait oh, ça va durer 10 jours puis ce sera fini. On y est encore. Donc voilà. Et donc, dans cet ensemble de choses, plus une culture d'entreprise probablement particulière, etc. Donc, bon, en tout cas, il y a eu cette décision de rester que l'on peut essayer d'expliquer. Et en même temps, cette construction de cette myopie, qui est totalement leur faute, c'est-à-dire l'incapacité de voir des signaux assez clairs, parce que, eh bien, on a essayé de faire de la compliance, donc d'être jusqu'à un moment, parce qu'après ça dévie complet, à peu près droit dans ses bottes, de prendre les bonnes décisions, engager quelqu'un de compétent pour faire la sécurité de l'usine, etc., etc. Et puis à un moment, voilà, la situation effectivement dérape, notamment parce qu'il y a une mauvaise interprétation du danger, une asymétrie d'information entre le siège et le terrain. C'est assez classique, mais là, ça a eu des conséquences très graves. Et puis, les dépendances créées, c'est-à-dire des dépendances auprès de groupes armés non maîtrisables, auprès d'intermédiaires qu'on connaissait au final pas très bien. Donc, on crée les conditions de sa propre, voilà, sa propre spirale défendante. Peut-être que je ne sais pas si la spirale défendante est juste après que j'explique le processus. Voilà. Donc, en fait, on s'est enchaîné au concept. C'est celle d'avant, je crois. Voilà. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a mis en avant, mais c'est le processus par lequel les stratégies qui ont été mises en place pour survivre et continuer. Donc, c'est toutes les stratégies hors marché, les discussions avec les groupes armés, les intermédiaires dans cette zone de conflit, renforcent la dépendance de l'entreprise à ce même contexte jusqu'à se rendre toute sortie ordonnée, impossible. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis dans la panique, ils ont laissé les gens se débrouiller, qui eux-mêmes sont partis en étant menacés par Daesh qui arrivait et bon, qui ont eu très très peur forcément, hein, sans doute. Donc voilà les deux façons pour nous d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est, enfin, Lafarge est resté aussi longtemps. C'est pas le but de les dédouaner, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes dans lesquels en fait, et la situation et l'organisation peuvent, de façon conjointe, se rentrer dedans, être en collusion et donner ce résultat absolument catastrophique. Voilà. Est-ce que, oui, Anna, je crois qu'on avait peut-être, on fait les recommandations, là, je pense qu'il va être temps de conclure pour nous. Oui, voilà, si tu veux enchaîner. Merci Nathalie. Oui, très rapidement justement sur les risques pour les entreprises. Donc clairement, dans les zones de conflit, plusieurs risques en fait les risques se multiplient et se rencontrent.
il y a clairement des risques opérationnels, y rester ou se retirer, mais en perdant tout l'investissement. Ensuite, des risques politiques, changement abrupt de régime ou guerre civile qui sort du contrôle du gouvernement, ce qui s'est passé notamment en Syrie et les zones dans lesquelles l'entreprise opérait, justement le nord-est de la Syrie, n'était plus sous le contrôle du gouvernement de Bachar al-Assad, mais sous le contrôle de plusieurs groupes armés, en fait, qui se partageaient le contrôle sur les ressources, sur les zones, sur les villages. Ensuite, il y a clairement des risques éthiques et organisationnels. Voilà, comment peut-on faire, par exemple, le choix de rapatrier tout le staff étranger et de rester et de faire en fait que les employés locaux travailler. Donc, c'est quand même un choix éthique et organisationnel, clairement. Des risques réputationnels. Donc, dans le cas de Lafarge, c'est très clair en fait que la réputation de l'entreprise est très touchée actuellement, et des risques juridiques, puisque voilà, dans le cas de Lafarge, mais pas uniquement, comme je l'ai dit, il y a une enquête ouverte contre Lundin Oil. Le cas de Total Energy au Mozambique est pour le moment, donc il y a une enquête en fait qui a été ouverte, donc pour le moment il n'y a pas de procès, mais voilà, donc il y a quand même des risques juridiques qui sont très clairs. Et Et juste, je vous rappelle à tous que Lafarge a disparu, hein. Techniquement, c'est Holcim maintenant, hein. Donc, bon, alors ça a été aussi utilisé par Holcim. Là, il y a eu, c'était un peu du pain béni aussi pour Holcim. Mais néanmoins, la phase finale, ça a été que cette affaire a largement transformé la fusion, voilà, ce qui devait être une fusion, en acquisition de Holcim, de Lafarge. Voilà, je reste là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, en fait, il y a eu, je pense, une étape transitoire où, suite à la fusion et surtout suite au procès, en fait, le groupe s'appelle Lafarge-Holcim et maintenant, c'est Holcim tout court, donc le nom Lafarge n'apparaît plus. Effectivement. Donc, vraiment pour conclure sur les stratégies de prévention, quelles sont-elles? Donc, tout d'abord, cartographier les dynamiques des risques et des acteurs. C'est indispensable, comme on l'a déjà dit, même si Lafarge essayait de faire cela, c'était impossible en fait, tellement la complexité du contexte et des acteurs était difficile en fait à cerner. Ensuite, renforcer la gouvernance et le contrôle interne. Ça aussi, c'est très important en fait à ce que toute entreprise opérant dans une zone de conflit ait un procès très clair, très clairement établi de jusqu'à où elle peut aller face à la violence, face aux acteurs non étatiques, face aussi à sa responsabilité auprès de ses employés. Donc, il faut vraiment des procès, des protocoles très clairement établis. Identifier aussi les signaux faibles, ce qu'on appelle en fait les red flags. Donc, très clairement, il y en a eu plusieurs dans le cas de Lafarge, mais tous ces signaux ont été quasiment ignorés, en commençant par le rappel de l'ambassadeur de la France de la Syrie, qui indique clairement qu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Je pense que ça s'est passé en 2012. Même après cela, l'entreprise continue à opérer dans le pays. L'enlèvement des employés, et il y en a eu plusieurs, et surtout celui où il y a eu un rançon en plus demandé, c'était un autre red flag, en plus vraiment, cette fois-ci pas un signal faible, je dirais presque un signal fort, qui a été également ignoré. Ensuite, voilà, instaurer aussi des lignes rouges non négociables. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà mentionné par rapport à la gouvernance et le contrôle interne. Donc, il faut vraiment que l'entreprise se fixe vraiment des lignes rouges au-delà desquelles elle doit pas aller. Et surtout préparer un retrait responsable, planifié, organisé, pour ne pas se retrouver, comme Lafarge l'a fait, face à une situation qui était vraiment hors le contrôle de l'entreprise, où l'entreprise en fait a dû subir en fait les événements
et enfin l'entreprise, plutôt les employés locaux qui étaient restés sur place, qui se sont enfuis vraiment dans des voitures, dans leur propre voiture, à quelques heures avant l'arrivée de l'État islamique sur le site. Donc c'était quand même une situation assez catastrophique. Donc je pense que on peut s'arrêter là, Nathalie, sauf si Mhm. tu as quelque chose à Mhm. rajouter en conclusion. Ton Pardon. micro. Je pense que, non, je pense qu'on a déjà fait une bonne présentation générale. Maintenant, on va peut-être laisser la place, voilà, à la personne, voilà, À qui veut Charbel intervenir maintenant. après. Merci. Je Oui, vais arrêter bonsoir le partage dans ce cas. Voilà. bonsoir à tous. Donc, on m'a dit de ne pas préparer de slide, donc je n'ai rien à vous montrer. Euh, donc, je m'appelle Charbel Kanan, je suis entrepreneur en Ukraine, comme ça a été dit, depuis 1995 dans le secteur des parfums et cosmétiques. Et j'ai également été, c'est pour ça que Stéphane Boulet et Alain Bétéjac m'ont invité. J'ai été président des conseils du commerce extérieur de la France pendant 13 ans en Ukraine. Donc, sur la situation en Ukraine, je dirais que c'est très différent de ce que nous venons d'écouter, de ce que nous venons d'entendre, euh, en particulier parce que l'État en Ukraine tient. Donc, il y a un État qui est parfaitement fonctionnel, en tout cas comme il était avant la guerre, ni plus ni moins. Et il n'y a pas de groupes armés en Ukraine qui se baladent et qui demandent des choses et d'autres. Donc c'est une différence majeure. Et puis, en tout cas sur la partie du territoire qui est contrôlée par les autorités ukrainiennes, ce qui est environ 80% du pays. Alors ça ne veut pas dire qu'on opère comme si de rien n'était, c'est pas tout à fait ça. D'autant que la guerre, on parle beaucoup de la guerre de février qui a commencé en février 2022. En réalité, c'est ce qu'on appelle le- enfin, l'invasion de grande ampleur. Et à partir de 2014, il y avait déjà une guerre en Ukraine avec l'annexion de la Crimée par la Russie et le Donbass, où un conflit armé a éclaté donc, il y a maintenant 12 ans. Donc les entreprises françaises, c'est ça qui nous concerne principalement, qui sont présentes en Ukraine, avaient déjà une certaine si on peut dire préparation, puisque dès 2014, il a fallu prendre des décisions par rapport aux activités qui étaient localisées en Crimée et les activités qui étaient localisées dans le Donbass. Et la décision qui a été prise, dans tous les cas que je connais, ça a été de couper, dans notre cas en particulier, puisque par exemple, nous avions 5 points de vente, 5 magasins en Crimée, quatre que nous avions acquis peu de temps avant 2014 et un que nous venions tout juste pardon, d'ouvrir. Et quand la Crimée a été annexée, ben, nous avons tout simplement décidé de couper. Et nous avons proposé à nos équipes locales, enfin aux équipes de Crimée, de venir sur le reste du territoire ukrainien à notre charge. Bon, en l'occurrence, elles ont refusé, elles sont restées là où elles étaient. Mais nous avons tout simplement tiré un trait sur l'activité. Sur le Donbass, nous n'avions pas, nous, de point de vente physique, nous n'avions pas de présence physique, nous avions des clients B2B, donc nous avions des créances, nous avions des clients qui nous devaient de l'argent. Évidemment, dans un cas comme ça, bah, vous tirez un trait puisqu'il n'est plus question d'avoir la moindre opération avec des entités qui sont localisées dans des zones de non-droit, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc la réalité en Ukraine est vraiment très différente par rapport à celle qui vient d'être décrite. Et nous ne sommes pas en Syrie, nous ne sommes pas à Gaza. Et je suppose que s'il y a des points communs entre les différents conflits, des points communs qui viennent d'être euh, évoqués, il y a aussi, surtout, je pense, des différences. Et chaque conflit est différent et présente une réalité propre. Donc, lorsqu'en 2022, en février, le 24 février 2022, la guerre à grande échelle a éclaté en Ukraine, nous avons d'abord constaté un état de sidération. Même si la tension montait depuis des mois, depuis novembre, décembre, avec des dizaines, des milliers, des dizaines, 150 000 hommes qui étaient de l'autre côté de la frontière, avec des avertissements qui venaient des États-Unis et d'autres. La tension montait progressivement, les vols ont été annulés par plusieurs compagnies aériennes les unes après les autres.
Et en même temps, personne n'était vraiment prêt à ce qui s'est passé. Jusqu'à la fin, la plupart des gens ne voulaient pas y croire, y compris le gouvernement ukrainien d'ailleurs, puisqu'il avait été prévenu par le renseignement américain, mais jusqu'à la dernière seconde, on ne voulait pas croire qu'il y aurait une invasion de grande échelle en 2022 dans un pays européen. Et les entreprises, en particulier les entreprises françaises, mais tout le monde, les autorités, encore une fois, locales, les autorités françaises en particulier aussi, n'étaient pas prêtes à ce qui s'est passé. Et là aussi, au départ, l'opinion généralement répandue, c'était que ça allait durer quelques jours, 3, 4 jours, qu'il fallait rester à l'abri et attendre que ça passe. Et puis, bon, ça fait 4 ans, ça fait pas 4 jours, ça fait 4 ans et on ne voit pas le bout. Alors, dans la tension qui augmentait, qui montait comme ça progressivement semaine après semaine, évidemment, toutes les entreprises, en particulier les entreprises françaises, ont revu leur plan de continuation d'activité, se sont préparées dans la mesure du possible et selon les consignes ou les conseils qui nous étaient donnés. Alors, tout le monde a cherché à s'équiper, par exemple, en téléphone satellitaire, parce qu'on nous avait dit en cas de conflit, la première chose qui tombe, ce sont les télécommunications. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les communications fonctionnent parfaitement bien en Ukraine et en tout cas pour moi, elles fonctionnent mieux qu'à Paris. Mon Internet à Kiev est nettement meilleur. Et il n'y a jamais eu de coupure des communications en Ukraine. Jamais. Donc tout le monde avait cherché à se procurer des téléphones satellitaires qui étaient évidemment en rupture de stock dans toute l'Europe parce que quand vous avez une demande de pareil sur un pays, ce n'est pas un produit qui est de consommation courante. Les stocks sont assez vite épuisés. Ensuite, on a eu l'épuisement des stocks pour d'autres choses. Enfin, c'est comme les tourniquets. Alors, vous savez probablement pas ce que c'est. Moi, je ne savais pas ce que c'était aussi avant le début de la guerre. Ce sont des garrots, pour dire les choses simplement. C'est un garrot que vous pouvez mettre avec une seule main. Donc, c'est un tourniquet, voilà, que vous tournez. Donc, il n'y avait plus de tourniquets en Europe quand la guerre a éclaté en Ukraine. La guerre à grande échelle a éclaté. Donc, il y a eu cet état de sidération qui a duré quelques jours, malgré la préparation qu'on avait sur différents sujets, mais personne ne pensait que ça se produirait de cette façon-là, personne ne pensait que ça se produirait à cette échelle-là, personne ne pensait qu'il y aurait l'armée russe à l'entrée de Kiev en 3 jours. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ces situations quand vous êtes une entreprise? Eh bien, la première chose, c'est de penser à vous. Et donc, pendant plusieurs semaines, on ne faisait plus que de la gestion de ressources humaines, si je peux dire, de ressources humaines de crise. Il s'agissait physiquement de mettre les gens à l'abri. Et donc, il fallait les déplacer, puisqu'encore une fois, on avait une armée d'occupation qui était à l'entrée de Kiev, sans parler de l'Est ou du Nord du pays, les entreprises françaises étant présentes un peu sur l'ensemble du territoire. Eh bien, il fallait mettre le staff à l'abri. C'est ce qu'ont fait la plupart ou la totalité des entreprises françaises pendant les premières semaines. Et donc, vous vous retrouvez à gérer le staff, mais aussi les familles du staff et des logements en Pologne ou en Roumanie ou dans des pays limitrophes ou en France, à gérer des transports. Et puis ensuite, à gérer une situation dans la durée avec ces équipes et ces familles qui sont en Pologne d'une certaine façon ou en Roumanie ou ailleurs sous votre responsabilité. Vous continuez de payer les salaires alors que l'activité ne tourne plus. Mais enfin, c'était vraiment la priorité absolue pour tout le monde. Et je dois dire que les entreprises, en particulier françaises, ont été remarquables sur ce point, avec un engagement dès les premiers instants à mettre vraiment tout le monde à l'abri dans la mesure du possible. Donc, ça a été les premières semaines. Et ensuite, vous avez justement une durée qui s'installe et une reprise progressive de l'activité, en particulier à partir du mois de mai, sachant que l'armée russe est retirée des environs de Kiev et du nord du pays en fin avril de mémoire. Et donc à partir de mai, l'activité commençait un peu à se stabiliser sur Kiev et sur ces régions-là. Et on a commencé à avoir des retours. Donc la population de Kiev, c'est 3 800 000 habitants avant le début de l'invasion à grande échelle. C'est tombé à 1 million en mai 2022, avec des déplacements de population à l'étranger.
et des déplacements de population de l'Est et du Sud du pays vers l'Ouest. Donc évidemment, un chamboulement total de l'activité, même là où elle pouvait à peu près continuer. Vous avez, je ne sais pas moi, votre staff qui est à l'Ouest, vos camions de livraison qui sont restés à l'Est, la population qui est à l'Ouest, mais vos fournisseurs qui sont à l'Est, etc., etc. Donc, après cette période de sidération, progressivement, les choses ont commencé à se réorganiser et à partir de mai 2022, la population a commencé à croître à nouveau à Kiev et aujourd'hui, on a à peu près la même population qu'avant la guerre, à peu près la même en nombre, c'est-à-dire aujourd'hui environ, je crois, 3 700 000 habitants au lieu de 3 800 000 avant, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que les habitants de Kiev avant la guerre, il y en a qui se sont relocalisés à l'ouest, il y en a qui sont à l'étranger. Comme vous le savez, il y a plus de 4 millions d'Ukrainiens qui bénéficient du statut de personnes protégées en Europe. Mais vous avez d'un autre côté des gens qui sont venus de l'est du pays et qui se sont installés à Kiev. Donc, une guerre qui dure et des entreprises qui s'adaptent, qui se réorganisent, mais quand même avec, encore une fois, une différence majeure, colossale par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que vous avez un pays qui fonctionne, un État qui fonctionne, des services publics qui fonctionnent, et aussi, il faut le dire, sur allez, 70% du pays, vous n'avez pas une guerre, vous n'avez pas de tanks, vous n'avez pas de l'artillerie qui tire, vous n'avez pas une guerre, si on peut dire, au quotidien. Voilà. Vous avez environ 20% du pays qui est aujourd'hui occupé. Ensuite, vous avez une ligne de front qui est très longue, qui fait plus de 1000 km de long, et toute la zone, disons, dans les 30-40 km de profondeur dans le territoire ukrainien à partir de cette ligne de front est en réalité inhabitable, puisque là, vous avez pour le coup de l'artillerie 24 heures sur 24, des drones FPV, donc des tout petits drones qui peuvent rentrer dans votre cuisine, hein, pour dire les choses simplement. Ce ne sont pas juste les Shahed qui arrivent à Kiev, c'est-à-dire les drones iraniens. Là, on parle de tout petits drones, mais qui sont quand même porteurs de charges explosives et qui tapent voiture par voiture, piéton par piéton, qui rentrent dans les bâtiments, etc., etc. Donc, cette zone-là, de toute façon, il n'est plus question d'avoir quelque activité que ce soit. Les zones occupées, il n'est pas question d'avoir quelque activité que ce soit. Le reste du pays a aujourd'hui une vie. Je ne veux pas utiliser le mot normal, mais enfin, il y a un semblant de normalité. Moi, ce que je dis à des gens, c'est que si on vous téléporte à cet instant même à Kiev, donc il est 20h04 à Kiev, eh ben, vous serez probablement assis à une terrasse de restaurant, il y a des embouteillages devant vous, les magasins sont ouverts, il y a du monde dans les rues, les transports en commun fonctionnent, tout fonctionne. Il n'y a pas de militaires dans la rue, il n'y a pas de tanks dans la rue, tout fonctionne avec un semblant, voilà, disons un semblant de normalité. Tout fonctionne avec un semblant de normalité. Alors pourquoi c'est seulement un semblant? Parce que, on l'évoquait avant que la réunion commence, par exemple, il n'y a pas d'aéroport, il y a un couvre-feu, alors qu'il y a un couvre-feu qui n'est plus très contraignant pardon, aujourd'hui, puisque c'est de minuit à 5 heures du matin, donc à moins que vous ayez l'intention de faire la nouba toutes les nuits, ça ne vous affecte pas trop. Et puis surtout, des choses qui sont moins visibles, à savoir que vous avez du staff qui est mobilisé, vous avez du staff qui est au front, vous avez des collègues ou des connaissances qui ont été tuées, vous avez des collègues ou des connaissances qui ont été blessés, voire blessés gravement, vous avez des gens qui sont en train de se battre, hein, dans vos équipes et qui reviendront probablement pas sans séquelles. On commence à avoir des retours dans les entreprises et effectivement, les gens qui reviennent, ils sont très profondément marqués. Ils sont très profondément marqués et ça va être un sujet énorme pour l'Ukraine, celui de la réintégration de toutes ces personnes et de la santé mentale. Pas uniquement pour les gens qui sont aujourd'hui dans les zones de combat, mais aussi pour les familles. Donc ça va être un sujet majeur et c'est un sujet aujourd'hui déjà même pour les entreprises, au sein des entreprises. Dans cette apparence de normalité, donc on a la possibilité d'opérer au quotidien. C'est aussi une apparence seulement parce que nous avons régulièrement des alertes aériennes. Alors les entreprises réagissent différemment, mais la règle, c'est que quand il y a une alerte, tout le monde doit aller aux abris. C'est une règle qui n'est pas toujours respectée, chacun fait un peu comme il le souhaite. Et puis aujourd'hui en Ukraine,
quand il y a une alerte, eh ben, on a tous les applis, on sait exactement ce qui est en train d'arriver. Est-ce que c'est un avion qui a décollé, un avion bombardier qui a décollé quelque part sur une base militaire en Russie? On vous dit quel avion a décollé, de quel missile il est potentiellement porteur. On sait combien de missiles ont été tirés, où ils sont exactement, à quelle heure ils peuvent arriver, enfin à quelle heure on attend qu'ils arrivent sur le territoire ukrainien. Et puis on vous dit quelle est leur trajectoire. Enfin, on peut suivre ça en temps réel quasiment. Alors, quand il y a des centaines de drones qui sont tirés en même temps, ce qui est le cas chaque nuit, bon, on ne va pas systématiquement aux abris, parce qu'on voit, par exemple, que les drones, ils partent à Dnipro, ils partent à Odessa ou je ne sais trop où, et que donc on est moins concerné. Mais il y a quand même des alertes, et la règle, et des entreprises, en particulier françaises, l'appliquent à la règle, comme Auchan, quand il y a une alerte, ils ferment les magasins. Voilà, alors l'alerte peut durer 15 minutes. Ben, ça suppose de fermer le magasin, d'évacuer le personnel, d'évacuer les clients, de tout fermer. Et puis, si 15 minutes après l'alerte est terminée, ben, il faut faire revenir le staff, ouvrir, relancer la machine, etc. Euh, donc voilà, il y a un semblant de normalité, mais on ne peut évidemment pas dire qu'on vit dans un contexte parfaitement normal. Il y a eu aussi, il y a encore des destructions massives d'infrastructures, en particulier énergétiques. Ce qui fait pardon, qu'on a connu là en particulier un hiver rude. Ça a été le cas du premier hiver. Ensuite, on en a eu deux qui étaient à peu près euh, corrects du point de vue des coupures d'électricité. Et puis là, cet hiver, ça a été particulièrement difficile parce qu'il y a eu des destructions massives. Les destructions, évidemment, elles s'accumulent, même s'il y a des réparations en cours de route par l'Ukraine. Ça prend quand même plus de temps de réparer que de détruire. Et donc les destructions s'accumulent. Et en plus, on a eu un hiver particulièrement froid. Il faisait -25 à Kiev. Et en plus, il a été particulièrement long. Et donc, bah, il faut s'adapter à ça aussi si vous voulez continuer d'opérer. Alors, vous achetez des générateurs, vous achetez des batteries, mais même ça, en l'occurrence, ça n'a pas forcément suffi cet hiver parce que le générateur, il peut être prévu pour tenir, je ne sais pas, moins 5 heures, et puis la coupure en dure 12 ou 18 ou 36. C'est ce qu'on a pu avoir à Kiev et encore plus dans des régions situées plus à l'est. On a un manque réel de staff. Et ça, toutes les entreprises en souffrent. Alors le manque de staff, il est dû au fait que, il y a des millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays, d'une part. D'autre part, vous avez une population masculine qui est... alors tous les hommes qui est mobilisée. Alors tous les hommes ne sont pas mobilisés, ils sont en tout cas tous mobilisables. Donc entre ceux qui sont réellement mobilisés et ceux qui sont mobilisables et qui ne souhaitent pas, qui ne souhaitent plus eh bien, sortir de chez eux, parce que s'ils sortent de chez eux, ils sont potentiellement recrutés par l'armée. En l'occurrence, le recrutement militaire peut se faire au sein de l'entreprise. On vous demande la liste des employés hommes âgés de 18 à 60 ans. Et voilà, donc il y a des gens qui démissionnent parce qu'ils ne veulent plus être dans aucune liste d'employés hommes de 18 à 60 ans et qui ne veulent plus, qui ne sortent plus de chez eux. Ou qui se cachent on ne sait trop où. Donc vous avez un réel déficit de main-d'œuvre. Déficit qui est aussi dû au fait que, et là encore paradoxalement, l'activité continue, voire se développe. Donc le PIB de l'Ukraine a chuté fortement la première année de la guerre à grande échelle, donc en 2022, avec plus de 25% de chute du PIB de mémoire, donc une chute massive du PIB qui était aussi due à la perte de contrôle sur certains territoires. Mais depuis 2023, le PIB est en croissance. Alors, on n'est pas en croissance à deux chiffres, mais le PIB est en croissance, c'est-à-dire que le volume, enfin l'activité progresse, l'activité augmente. Et les entreprises françaises qui étaient présentes en Ukraine avant le début de la guerre sont toujours présentes. Et certaines investissent sur le marché local. Parce que les attentes, c'est que le pays tiendra, et que on ne va pas se retrouver dans une situation comme celle que décrivaient les deux chercheuses avant moi. Et il y a un processus d'intégration européenne qui est lancé. Donc vous avez aussi des entreprises qui s'installent. Là aussi, c'est contre-intuitif, mais vous avez des entreprises qui se sont installées depuis le début de la guerre. Alors je ne parle pas évidemment des entreprises dans le secteur de la défense ou des choses comme ça, mais vous avez Free qui a racheté un opérateur de téléphonie portable en Ukraine et qui a racheté un réseau un opérateur de l'Ukraine l'année dernière ou il y a 2 ans.
donc en tout cas en pleine guerre, pour environ un demi-milliard de mémoire, donc un investissement important. Et vous avez d'autres entreprises qui viennent s'installer, alors c'est vrai, plutôt dans l'ouest de l'Ukraine, plus proche de la frontière polonaise par exemple, dans des secteurs qui sont intégrés dans des hubs européens, puisque l'Ukraine a un accord d'association avec l'Union européenne qui fait que les produits ukrainiens ne sont pas soumis à des droits de douane lorsqu'ils sont vendus en Europe. Donc voilà, un contexte difficile. L'Ukraine reste en zone entièrement rouge. Là aussi, c'est assez... Enfin, ce qui est paradoxal, c'est que d'un certain côté, ben, nous avons les autorités françaises qui encouragent l'investissement en Ukraine, et en même temps, le pays est en zone rouge, c'est-à-dire qu'on déconseille très fortement de s'y rendre. Voilà. Mais malgré tout, du fait de la tenue de l'État, du fait de cette semblant de normalité dans peut-être 70% du pays, ben, l'activité continue. Je pense que je vais m'arrêter là et je répondrai à des questions si vous en avez. Merci Charbel. Jean-Paul, tu reprends la main? Oui, oui, très bien. Merci, Charbel. Merci à tous les intervenants pour vos présentations respectives. Ben, c'est le moment d'avoir cette discussion, cet échange, en fait, des questions que vous pourrez poser. Tout simplement, levez la main virtuelle que vous avez là et puis on pourra voir l'ordre. Et donc, les questions, mentionnez si ça s'adresse à un intervenant particulier, à qui ça s'adresse, sinon à tous les intervenants. Et on a une première, je pense que c'est Jean-Christophe. Oui, merci Nathalie, merci Anna, merci Charbel. On a bien vu la différence entre les deux, un pays qui bascule et un pays qui ne bascule pas. Une question pour Charbel, c'est peut-être un peu dur, un peu froid comme question, mais les entreprises qui se retrouvent avec toutes ces contraintes, est-ce qu'elles les répercutent dans leurs prix? Est-ce qu'elles ont un effondrement de leurs marges? Comment évolue le business sur un plan de la rentabilité face à toutes ces contraintes? Alors, je dirais que ça dépend des entreprises et beaucoup des secteurs d'activité dans lesquels elles sont présentes et de leur géographie sur l'Ukraine. Si je parle dans notre secteur, qui n'est pas du tout un secteur majeur pour l'économie ukrainienne, mais non, on n'a absolument rien répercuté dans les coûts, enfin dans les prix ou autres. Si je pense aux banques, elles opèrent comme elles opéraient. Je ne pense pas qu'il y ait une répercussion des coûts dans la plupart des secteurs, que certains soient contraints parce que, par exemple, ils avaient un approvisionnement en matières premières qui venait de l'Est de l'Ukraine, qui est une région fortement industrielle, comme vous le savez, minière et autres, et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus accès à ces ressources et qu'ils doivent faire venir des composants ou des matières premières de l'étranger avec des chaînes logistiques beaucoup plus lourdes et beaucoup plus coûteuses. Là, évidemment, ça va se répercuter dans les prix, mais ce n'est pas une tendance générale. Il y a une augmentation, par contre, du coût de l'énergie, ça oui, très clairement, sur l'Ukraine, plus qu'ailleurs. Aujourd'hui, il y a une hausse des coûts de l'énergie partout dans le monde depuis quelques mois, comme vous le savez, mais sur l'Ukraine, c'était plus... Enfin, ça a commencé plus tôt. Et effectivement, vous avez des entreprises, des secteurs qui sont très dépendants du prix du gaz, par exemple, et qui sont bien forcés de répercuter la hausse de leurs coûts. Donc, on a peut-être une deuxième question de Nicolas. Ah ouais. Oui, il y avait Stéphane qui était avant moi. Stéphane était avant moi. Ah, d'accord. Alors, moi, c'est une question parce que je vois par rapport aussi au cas de Lafarge, c'est que le premier point, c'était, si j'ai bien compris, la volonté de, enfin, coûte que coûte, de rester, en fait. La notion, là, on garde, enfin, cet actif doit continuer à y être actif, il faut continuer à produire, il faut rester. J'ai pas le sentiment que la situation était différente aussi dans le Donbass, etc., ou même par rapport à la Crimée, mais il n'y a peut-être pas eu cette volonté par-dessus tout de rester. Alors peut-être aussi parce que en Crimée, on va dire Charbel, certaines entreprises qui avaient des activités en Crimée ont pu finalement changer les faire suivre par leur filiale en Russie et plus par l'Ukraine. Ça a peut-être permis de rester. J'ai l'impression que
pour Lafarge, je dirais le ver était dans le fruit en pensant dès le début qu'il fallait absolument la volonté de rester. Donc en fait, c'est ça qui crée cette myopie. Alors, Stéphane, si c'est un on commentaire. compare, Mhm. si on parle du Donbass, Mhm. 2014, de ce que nos deux chercheurs ont décrit avec la Syrie, avec en particulier des groupes non étatiques qui contrôlaient ces territoires, puisque ça n'était pas revendiqué à l'époque par la Russie, qui les a depuis intégrés dans sa constitution, etc. Mais enfin, à l'époque, c'était des groupes armés non étatiques qui contrôlaient le territoire. Et en l'occurrence, toutes les entreprises françaises ont quitté tout simplement, y compris les entreprises industrielles. L'Air Liquide avait une usine là-bas de mémoire, et ils ont quitté. Personne ne s'est posé la question de rester avec des groupes armés qui tenaient le terrain et qui entouraient les usines, etc. etc. Tout le monde a quitté. Auchan avait un hypermarché à Donetsk. Donetsk, c'était quand même la deuxième ville du pays. Et évidemment, elle a quitté. La Crimée, ça a été différent. La Crimée, ça s'est fait vraiment très vite, et sans effusion de sang à l'époque. Et avec immédiatement un acteur étatique qui a remplacé un autre acteur étatique. Alors, évidemment, ça n'est pas reconnu par la communauté internationale, forcément, mais si on prend la situation de facto, l'interlocuteur des entreprises qui étaient là-bas, c'est devenu l'État russe. Bon, nous avons quitté du jour au lendemain. Effectivement, on a vu une entreprise, par exemple, qui a transféré son actif en Crimée, une entreprise française qui a transféré son actif en Crimée à sa filiale, à la filiale du groupe en Russie. Sachant qu'il y a des sanctions alors, sur les activités en Crimée, mais qui sont sectorielles, qui n'étaient pas généralisées à l'époque. Maintenant, évidemment, toutes les sanctions qui s'appliquent à la Russie s'appliquent bien évidemment aux activités sur ce territoire, mais à l'époque, il y avait des sanctions spécifiques sur la Crimée et elles ne concernaient pas tous les secteurs. Peut-être oui, par Nathalie ou par rapport au fait que le ver, chez Lafarge, le souhait dès le début de rester, qui vient à tout biaiser. C'est une des raisons, voilà, mais c'est une raison importante. Et de ce ce qu'on a pu lire, c'est aussi le fait de dire ça va se finir, ça va se finir bientôt. Donc de se dire plus on attend, plus on a de chances que voilà ce soit terminé. Pendant, on va dire, 6-9 mois, la zone nord où ils étaient avait quand même été globalement épargnée. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des mouvements, ça ne voulait pas dire, voilà. Mais ce n'était pas le cœur de l'action. Et puis après, ce qui est plus difficilement compréhensible, c'est quand il y a eu énormément de groupes armés qui sont arrivés, dont le Front al-Nosra, dont ils ont su assez rapidement voilà, que c'était un groupe islamiste très particulier, qui ne répondait pas aux mêmes critères tout à fait que les Kurdes, qui faisaient en partie de la coalition. Donc, bon, c'est... Voilà, donc... mais oui, cette volonté de rester, et on l'explique aussi en disant pourquoi est-ce qu'on a envie de rester à tout prix. Le montant de l'investissement qui était très important pour l'entreprise. Et puis, moi, je mets l'hypothèse de la fusion, mais je pense que c'est une hypothèse qui me semble être assez logique, quoi. C'est un gros projet, cette fusion. Ça se prépare des années en avance, puisque... Alors, elle a été annoncée... D'ailleurs, la fusion a été annoncée en 2014, tout début 2014, avant que l'usine ne ferme complètement. Donc, si vous voulez, voilà, donc elle a été annoncée à ce moment-là. Donc, elle était dans les tuyaux depuis assez longtemps. Hein. Elle n'est pas arrivée 2 mois avant. On ne fait pas une fusion, enfin, je parle sous votre contrôle, hein, mais on ne fait pas une fusion en 2 mois. Enfin, j'y crois pas tellement. Donc, oui, cette volonté de rester à tout prix liée à ces enjeux notamment financiers, mais aussi
au fait que les décisions organisationnelles ont fini à un moment par les lier au terrain tellement fort que le fait de sortir aurait nécessité une volonté absolument énorme. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à un moment en 2014. Il y a eu un changement dans les RH. Une nouvelle personne dans les RH qui arrive, qui commence à dire attention, là, il y a quand même des sanctions européennes. Là, il y a un gros danger. Voilà, il y avait personne qui avait osé dire là, on court vraiment un danger, on va à la catastrophe. Et je parle au-delà d'ailleurs des pauvres salariés et ouvriers de l'usine qui sont complètement partis, passer un peu à la trappe, et donc le bien-être et même la sécurité est passé complètement à la trappe. Et donc là, c'est qu'en 2014 où il y a quelqu'un qui réagit suite à un changement justement organisationnel et qui commence à alerter en disant mais attendez, c'est pas possible quoi, on est en contradiction totale avec la réglementation européenne, enfin, on risque gros là. Donc, et là, tout d'un coup, bon, les choses commencent. Et bon, oui, c'est trop tard, on est au mois de septembre. Au mois de septembre, Daesh est à quelques kilomètres et ça se finit comme vous le savez. Alors peut-être juste quelque chose aussi d'important à rajouter par rapport à cette décision en fait de rester à tout prix. Lors des entretiens que nous avons eu la possibilité de réaliser avec certaines parties prenantes, justement on leur a posé la question mais alors pourquoi y rester? Et ce qui m'a marqué personnellement, c'était une réponse qui consistait à dire mais en fait, comment est-ce que vous fermez une cimenterie qui a un coût quand même colossal, et surtout comment vous déplacez une cimenterie? Puisque bon, la fermer, c'est-à-dire qu'on laisse tout derrière nous, donc tout l'investissement en fait potentiellement serait perdu, mais en plus, on va aller où? Justement, on se retire pour éventuellement monter le business ou ailleurs, puisqu'encore une fois, on part quand même d'une industrie extractive, même si elle est différente quand même des industries gazières et pétrolières, mais elle demande quand même des matières premières. Et l'une des matières premières, c'est la pozzolana. Je pense que c'est le mot en français, ce qui est une matière en fait particulière qui se trouvait justement dans le nord-est de la Syrie. Et c'était l'une des raisons principales pour laquelle la cimenterie a été construite là. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Enfin, je veux pas dire que, voilà, fermer un magasin, c'est plus facile, mais quelque part, on peut quand même plus facilement, je pense, déplacer un magasin de grande consommation qu'une cimenterie qui produit du ciment. Et puis après, il y a quand même un autre fait que nous, en tant que chercheuses, bien sûr, on n'a pas abordé, mais là, on part quand même d'une multinationale française qui a des relations très étroites avec l'État français. Alors, je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer sur ce plan-là, mais je pense que, voilà, il y a eu peut-être une autorisation, ou en tout cas, voilà, ils ont eu peut-être l'aval aussi de la part du gouvernement français, en partie ou pas, mais en tout cas, voilà, il se peut que... Moi, j'y crois pas trop à cette... J'arrive pas à enfin, c'était la ligne de défense de la Farge. Hein. C'était dire, en fait, c'est le gouvernement français qui nous a poussé à rester. Donc, bon, ça reste pour l'instant secret défense. Donc, bon, voilà. Mais juste, je dis pas qu'il y a eu des échanges, on le sait. Hein, il y a eu des échanges, ça, il n'y a pas de doute. Ils ont échangé beaucoup d'informations. Les uns se sont servis des autres. Oui. Maintenant, quand même, c'était une énorme multinationale, même si l'État français vous dit de rester à tout prix, alors que tout le monde était parti quand même. Hein. Alors, c'est aussi pour ça qu'on peut dire, voilà. Mais moi, je pense que... j'adhère pas à ce mode de défense pure. Mais encore une fois, il est certain qu'il y a eu des relations fortes et continues entre les renseignements généraux français et la Farge. Il y a des mails qui sont accessibles, vous pouvez les trouver facilement. Ça a été effectivement démontré. Maintenant, c'est très différent de donner des informations et de faire des échanges de bons procédés que de dire on nous a obligés à rester.
Alors, il y a toujours C'était pas Nicolas. le Je sais premier s'il y a problème, toujours- quoi, pour Ouais. Oui. première raison. Merci Jean-Paul. Bon, en fait, moi j'avais deux questions ou deux commentaires. Le premier, c'était sur ce qui a été dit par Nathalie et Anna, et c'était extrêmement intéressant votre exposé. Moi, j'ai passé 30 ans en Asie, et généralement, enfin, quand on fait des affaires à l'étranger, on a la chance d'avoir un excellent réseau diplomatique français. Franchement, partout où on va, il y a toujours une ambassade ou un consulat de France, et des comités CCE et tout ce que vous voulez, des missions économiques. Et donc, j'ai du mal à penser que en Syrie, je sais que vous avez répondu Nathalie, mais j'ai quand même du mal à penser que, je sais pas, il y a probablement le patron de Lafarge en Syrie, était CCE, et peut-être qu'il était même peut-être président du comité des CCE en Syrie, je sais pas, enfin j'imagine. Et quand je vois comment ça se passe dans des pays un peu compliqués comme en Birmanie, moi, j'ai souvenir que l'ambassadeur de France convoque ou convie, ou bref, il fait des réunions, il invite tous les hommes d'affaires français à l'époque. Et j'ai du mal à penser que Lafarge ait décidé de lui-même de rester. Enfin, ça me semble tellement pas possible parce que avec les réunions CCE, je vois en Ukraine par exemple, et en Russie, lorsqu'il y a eu la guerre, lorsqu'il y a eu l'invasion russe en Ukraine, moi j'ai souvenir que je suis encore CCE, mais j'ai quand même souvenir que les CCE du monde entier regardaient attentivement ce qui se passait en Russie et ce qui se passait en Ukraine. D'ailleurs, j'ai même souvenir qu'il y a eu un peu des clashs, Charbel, entre ton homologue qui était président des Russes et voilà. Attends, mais je finis pour ce point. Donc j'ai comme du mal, Nathalie et Anna, à penser que l'ambassade de France, que la France n'a pas un moment ou un autre aidé, assisté, recommandé. Enfin bref, comment se fait-il que l'ambassadeur quitte la Syrie et laisse Lafarge? Enfin, pour moi, ça me semble pas possible. Mais voilà. On est effectivement surpris. Enfin, c'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, sur le procès, c'est pas forcément. On n'a pas eu accès à toutes les minutes du procès. Donc, là, on a en information limitée. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que les informations étaient données, transmises, un ambassadeur qui part, tout le monde part, quoi. Enfin, pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a été le signal où plein d'entreprises ont dit, bon, voilà, on part. Effectivement, mais des entreprises françaises bien placées en Syrie, il y en avait d'autres. Donc encore une fois, qu'il y ait une demande des renseignements généraux en particulier, de dire donnez-nous des infos, oui, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que entre donnez-nous des infos, c'est ça en fait la tension, hein, c'est entre donnez-nous des infos, essayez de rester au maximum, voilà. Mais en même temps, quand vous êtes, la semaine dernière, j'ai discuté avec pas mal de directeurs de la sécurité. J'étais invitée à une conférence. Il y a quand même des gens qui m'ont dit non, c'était pas possible. Enfin, nous, il y aurait déjà depuis tant de signaux où on aurait dit on s'en va. Donc, on reste pas, quoi qu'il arrive. C'est trop dangereux. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas de sociétés, grandes sociétés comme Lafarge, qu'elles soient allemandes, américaines ou autres, qui seraient restées en Syrie? Est-ce qu'on est les seuls à être restés? Est-ce que Lafarge est le seul groupe mondial à être resté en Syrie pendant la guerre? J'ai pas la réponse, mais on ne trouve pas trace, et on a cherché, d'autres entreprises aussi grosses, voilà, qui seraient restées en Syrie. Donc, on n'a pas, je ne peux pas vous dire mieux, on n'a pas trouvé. Alors, peut-être qu'en faisant des recherches avec justement les CCE, ce serait très intéressant peut-être d'avoir des liens avec voilà, les gens qui étaient là à l'époque pour dire finalement, est-ce que vraiment tout le monde est parti ou en fait, voilà. Mais on n'a pas de traces. Et chez les Américains, on n'a pas entendu parler de ça, mais voilà, là, on est un peu démunis, on ne peut pas vraiment vous répondre. Merci Nathalie. J'avais une question pour vous, Charbel. En tout cas, merci et bravo pour ce que vous faites en Ukraine. Hein. C'est pas facile, mais est-ce que moi j'ai le sentiment que les Ukrainiens anticipent un peu la perte de ces territoires occupés par les Russes. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais votre opinion serait intéressante.
Et par exemple, là, quand vous parlez de PIB tout à l'heure, je me suis posé la question si vous incluez le PIB des territoires de l'ensemble de l'Ukraine enfin plutôt avant invasion, ou si vous incluez la nouvelle Ukraine, c'est-à-dire sans les territoires occupés. Est-ce que vous pensez que finalement, maintenant, on anticipe un peu la perte de ces territoires? Voilà, je voulais avoir votre opinion sur sur ce point. Alors, le PIB n'intègre pas les territoires occupés, il intègre ce qui est mesurable par les autorités ukrainiennes. Et donc, le PIB, depuis 2023, est en croissance, y compris l'année dernière. Voilà. Pour le reste, c'est pas à moi de dire si les Ukrainiens l'ont intégré, pas intégré. Aujourd'hui, la position de l'Ukraine est claire et ces territoires font partie intégrante de l'Ukraine au regard du droit international. Ça n'est pas discuté par qui que ce soit, à vrai dire. Enfin, il y a peut-être 2 ou 3 pays dans le monde. C'est tout. D'accord. Et comment vous anticipez la fin de ce conflit Celle-là, je pense pas que ce soit le thème aujourd'hui. Honnêtement, personne ne sait trop comment ça va et quand ça va se terminer. Il y a différents scénarios qui sont évoqués, mais moi, je suis un entrepreneur. Hein. Je suis pas là pour faire des projections géostratégiques. Voilà, parmi les scénarios qui sont évoqués, ça serait, par exemple, on parle du scénario coréen, c'est-à-dire que vous avez un conflit qui continue disons, enfin, en principe, mais qui sort de sa phase active. Voilà, et puis 2 entités qui font leur vie séparément. Après, on peut envisager tout un tas de choses. Hein, Et vous avez eu beaucoup de départs d'entreprises françaises depuis l'invasion ou pas en Ukraine? Pardon, j'ai un peu de bruit chez moi. Non, donc il n'y a pas eu Non. de départ d'entreprise française depuis 2022. Il y a eu auparavant, par exemple, l'Air Liquide qui a dû abandonner son usine qui était dans le Donbass. Mais à part ça, on n'a pas de départ. Au contraire, comme je vous disais, il y a même quelques arrivées. D'accord. D'ailleurs, Il peut y Charbel, avoir des départs d'entrepreneurs individuels qui avaient monté leur entreprise en Ukraine et qui ont décidé de partir. Mais enfin, les groupes français qui sont présents en Ukraine, et quasiment tout le CAC 40 y est, les groupes français sont toujours là, et y compris des PME qui sont présentes en Ukraine. Les entreprises françaises qui étaient là en 2021 sont toujours là aujourd'hui. Mais en termes d'investissement ou plutôt faire du commerce, enfin du commerce de biens ou de services, ou plutôt investissement? Alors, il se trouve que la plupart des entreprises françaises qui étaient là étaient effectivement, alors, étaient pas dans l'industrie. Il y en a bien sûr, il y a des entreprises industrielles françaises en Ukraine, mais la plupart, par exemple, nous avons des banques comme Crédit Agricole, BNP. Crédit Agricole vient de racheter une nouvelle banque en Ukraine il y a quelques semaines. Donc vous avez encore de l'investissement, même si ça n'est pas forcément une présence industrielle, mais c'est de l'investissement. Quand Auchan ouvre des magasins, c'est de l'investissement. Vous avez aussi Veralia, par exemple, là c'est de l'industriel, qui a une usine qui produit des bouteilles et des bocaux dans la région de Rivne, donc plutôt dans l'ouest de l'Ukraine, et qui est toujours présent et qui continue son activité, qui investit dans euh, je sais pas, je pense l'efficacité énergétique de ces fours, etc., etc. Donc vous avez de l'investissement des entreprises françaises qui étaient présentes en Ukraine et qui maintiennent leur activité et qui la développent dans de nombreux cas. Vous avez aussi d'ailleurs maintenant les assurances pour vous couvrir contre les risques de guerre. Mais la raison fondamentale, c'est que l'activité continue, c'est que l'activité, dans de nombreux cas, progresse. Donc, les entreprises qui sont là n'ont pas de raison de quitter aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, Jean-Christophe, En tout cas, on n'a pas de scénario à court terme ou à moyen terme où le pays s'effondrerait. Voilà, c'est ça aussi. Si on avait ce risque, comme il existait en février 2022, bien sûr que la question se poserait différemment. Aujourd'hui, alors peut-être que les gens se trompent, mais aujourd'hui, on ne voit pas d'effondrement de l'État ukrainien à moyen terme, ni à court terme, ni à moyen terme. Et donc, les entreprises françaises qui sont là et autres n'ont pas de raison de partir. Elles opèrent avec des contraintes qui sont pas négligeables, mais elles peuvent parfaitement opérer. La preuve, c'est qu'elles le font depuis 4 ans et qu'elles continuent.
Ok, une question encore pour tous, toutes et tous, peut-être un peu plus pour Charbel. Est-ce que vous avez vu une différence d'adaptation, de réaction entre les boîtes françaises et les boîtes d'autres origines? Est-ce qu'il y a une spécificité de la France ou d'un autre pays? Je dirais que les sociétés disons des pays occidentaux ont à peu près toutes réagi de la même façon au début de la guerre, c'est-à-dire mettre leur staff à l'abri, etc., etc. Il n'y a pas eu de différence radicale. Bon, je dirais peut-être que les Français en ont fait un peu plus. C'est vrai qu'on a eu, comme je le disais au début de mon intervention, une réaction assez remarquable de la plupart des entreprises avec des charges importantes, mais personne ne regardait à ce moment-là les dépenses. Et je crois que les entreprises étaient vraiment sincères dans leur démarche, dans leur volonté de mettre à l'abri leurs employés et les familles de leurs employés. Vous avez encore maintenant des cas rares, mais ça existe, d'entreprises qui n'ont pas repris une activité à 100% en Ukraine, mais qui continuent de payer leurs salaires jusqu'à présent, hein, les salaires de leurs employés jusqu'à présent. Voilà, dans le luxe en particulier, il y en a qui n'ont pas ouvert leur boutique et qui continuent. Alors, évidemment, ce ne sont pas des montants colossaux pour eux, surtout rapportés à leur taille, etc. Mais c'est quand même assez rare que des entreprises acceptent de payer pendant des années des charges, des salaires, et des loyers et autres, alors qu'il n'y a pas d'activité en face. Alors, moi, Alors, justement, Stéphane, je me permets, j'avais. Tu en parlais, mais moi, il y a le cas, oui, les ressources humaines, je voulais en parler, parce que sur la Farge, si je comprends bien, le personnel, enfin, comment ils vont même pas assurer la sécurité de leur personnel local. Si, Alors, c'est pas si simple. Mhm. C'est pas si simple en fait. Alors, les expatriés, ils sont partis tous, quasi tous, Mhm. en 2012, quand il y a eu l'ambassadeur de France qui est rentré. Voilà. Donc, ils ont déplacé le directeur de la filiale en Égypte. Ils ont rapatrié, il y avait beaucoup d'Égyptiens, donc eux, ils les ont rapatriés en Égypte. Et parce que il y a aussi un côté réglementaire depuis la jurisprudence Karachi, si je me souviens bien. Voilà, donc eux, ils ont fait rentrer tous les expatriés. Ensuite, il y avait quand même au démarrage, les personnes qui travaillaient à l'usine, il y en avait quand même une grande partie qui tenait à continuer à travailler parce que c'était la seule source de revenus du coin. Il n'y avait déjà pas grand-chose, c'est une zone très très pauvre. Voilà, pas beaucoup d'entreprises. Et donc pendant un certain moment, 2012 jusqu'à 2013, il y en avait ceux qui ont voulu partir, ils sont partis. Voilà. Et d'autres, ben, Lafarge a essayé d'organiser la vie pour qu'ils puissent continuer à travailler. C'est-à-dire à traiter. Alors, ils ont à un moment, ils ont déplacé, ils ont demandé à ce que tout le monde puisse se mettre dans la même ville, c'est-à-dire une soixantaine de kilomètres, pour pouvoir assurer une sécurité des salariés, des familles, pardon, et organiser le transport. Bon, au bout d'un moment, bah, ça s'est su. Donc, bah, les bus, quand ils passaient, bah, il y a des groupes armés qui les arrêtaient et puis qui demandaient gentiment, bah, ce serait bien que pour passer, vous puissiez contribuer un petit peu. Donc, effectivement, ils ont abondé. Donc, on peut dire, est-ce que c'est voilà, du paiement, voilà, mais c'est voilà, bon, c'est pour assurer la sécurité. Mais par contre, là où ça devient assez fou, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait quand même des ouvriers, même s'ils voulaient rester, qui en fait ont alerté en disant, mais écoutez, là, à côté, à Raqqa, là, vous avez des gens, ils sont pas comme les autres, quoi. C'est-à-dire, ils sont violents, ils causent des exactions, vous vous rendez pas compte. Là, c'est plus possible. C'est quoi le plan de sortie? On n'a pas de plan de sortie. Alors, en gros, il y a eu un peu un espèce de flou sur quelle est la possibilité du plan de sortie. Mais concrètement, quand on écoute la parole des salariés, ils ont été, en tout cas ceux qui sont restés en 2014, ils ont été
abandonné, c'est-à-dire, comment dire, Isis c'était à quelques kilomètres de l'usine et l'évacuation de l'usine s'est faite sans ils ont appelé tous ceux qui pouvaient, et je ne sais plus si c'était un week-end ou voilà, mais ils arrivaient à joindre personne. Donc en fait, ils se sont évacués eux-mêmes alors qu'il y aurait dû avoir des protocoles en disant bon ben voilà, si telle chose arrive, telle chose se passe, alors on va aller tous là. Et ça s'est fait dans la plus totale débandade, désorganisation. Donc d'un côté, à certains moments, oui, et puis à d'autres, effectivement, cette question de la sécurité est passée complètement à la trappe. Moi, je suis assez étonné, Charbel, pour vous avoir suivi aussi à tout le comité CCE Ukraine. Est-ce que tu viens de dire sur la. Quand même, parce qu'on passe. Tu as parlé de la gestion des RH et notamment de ces transferts, etc. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas un savoir-faire de l'entreprise à l'origine. C'est pas des coûts que l'on sait assumer, trouver les appartements. Et je trouvais assez extraordinaire, vraiment, je avoue que d'avoir pu le faire. Alors, il y a deux cas. Il y a les grands groupes, et puis il y a des entrepreneurs comme toi. Et là, voilà, je suis assez extraordinaire. Même, je pense que les employés, j'espère, en seront satisfaits, parce que ça a aussi augmenté peut-être là, je sais pas, la fidélité. Est-ce qu'on peut ressentir d'ailleurs qu'il y a eu une affection à son entreprise un petit peu différente? Voilà, parce que franchement, il faudrait assez extraordinaire. Oui, enfin, assez clairement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, franchement, on sortait du cadre du business, pour dire les choses simplement, et c'était purement humain. Aucune entreprise n'a l'obligation de s'occuper des employés, pardon, des familles de ses employés. Qu'on mette nos employés en sécurité, c'est normal. Les familles, c'est une charge en plus. Et effectivement, les personnes qui ont bénéficié de ça à l'époque en étaient évidemment reconnaissantes à leurs entreprises. Parfois, c'était uniquement les familles d'ailleurs qui étaient mises à l'abri parce que l'employé lui-même il n'avait pas le droit de quitter l'Ukraine. Et donc, mais on avait, et les groupes français avaient la famille de l'employé, lui était en Ukraine et le groupe s'occupait, prenait en charge la famille en Pologne ou en Roumanie. Donc, bien sûr que ça, qu'il y a eu humainement une reconnaissance envers ça, pour ça. Et donc sur le fait qu'on n'était pas préparé, personne n'est préparé à ce genre de situation. On avait prévu encore une fois des scénarios divers et variés, mais quand la chose se produit, au final, on est quand même pris au dépourvu par pas mal d'aspects au quotidien et encore maintenant. Et il faut disons, le réflexe principal, c'est de s'adapter toujours quand il y a des ruptures de courant. On a eu une période où il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus du tout d'essence dans le pays, il n'y avait plus du tout d'essence. Alors maintenant, on n'a absolument aucun problème avec l'essence, mais il y a des grosses coupures d'électricité, etc. En fait, on est dans l'adaptation permanente. Et dans l'adaptation pour la gestion du personnel aussi, parce que, encore une fois, bon, j'ai cité les cas du personnel qui est mobilisé, du personnel qui revient, et puis vous avez aussi des employés dont les proches sont mobilisés. Donc c'est aussi, c'est une situation assez particulière. Et puis aussi, quand vous avez une attaque qui dure 6 heures toute la nuit et que vous avez des explosions partout en ville, etc., bon, vous ne pouvez pas forcément vous attendre à ce qu'à 8 heures du matin, tout le monde soit pimpant et très productif. Voilà, il faut s'adapter en permanence à la situation. Et est-ce que la relation, tu sens qu'il y a la relation au travail ou la relation à son employeur a changé ou pas? Oui, c'est un vaste sujet, mais clairement, avec ce qui s'est passé, encore une fois, comme je le disais, les gens étaient reconnaissants envers leurs employeurs pour tout ce qui a pu être fait. Alors aujourd'hui, je dirais, il y a une autre variable qui est prise en considération, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont capables d'obtenir l'exemption du service militaire pour leurs employés et d'autres qui ne le sont pas, puisque
Donc il y a plusieurs façons pour un homme ukrainien aujourd'hui de ne pas être appelé. La première, c'est d'avoir 3 enfants et plus, ce qui est un cas assez rare en Ukraine, ou bien d'avoir un enfant en situation de handicap, ou bien d'avoir des enfants à sa charge exclusive, suite à un divorce, au décès de l'épouse ou autre. Voilà. À côté de ça, vous avez l'exemption, disons, économique, c'est comme ça que ça s'appelle, et qu'il est possible d'obtenir si vous travaillez dans des entreprises de secteurs dits stratégiques, alors bien sûr tout ce qui a trait à l'armement, mais aussi la banque, la grande distribution alimentaire, etc. Et puis des entreprises qui payent, alors les règles changent assez régulièrement, mais qui payent un salaire moyen supérieur à un certain niveau, qui le payaient déjà avant 2022, etc. etc. Donc aujourd'hui, les gens recherchent évidemment ce genre d'entreprise. Et quand ils ont en tout cas pour les hommes, et quand ils ont un emploi dans ce genre d'entreprise, là, je peux vous dire qu'ils ne bougent plus. C'est plus une question de salaire ou quoi que ce soit, c'est juste de, de ne plus être mobilisable, en tout cas pour une durée déterminée. Si j'ai encore la parole, et est-ce que l'emploi des femmes a été modifié? Parce que comme en période de guerre, pas quand les hommes sont mobilisés, Oui, il y a plus de forcément. femmes. Alors, c'était ça devenait la denrée un peu rare. On a vu des formations pour des femmes, pour des métiers qui ne sont pas traditionnellement occupés par les femmes, je sais pas moi, les chauffeurs de camions, des emplois en usine, etc. Il y a eu des formations spécifiques, un mouvement pour recruter plus de femmes, et puis aussi les hommes de moins de 25 ans, parce que de 18 à 60, ils sont mobilisables, mais de 18 à 25, en réalité, ils ne sont jamais appelés. Et donc, idem pour les très jeunes. Mais bon, c'est assez vite épuisé, hein. Le vivier est assez vite épuisé. Ouais. Si je peux me permettre, Jean-Paul, j'avais un petit commentaire, une question à poser à Nathalie et Anna. Oui, C'était sur le site de production de Lafarge. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il en est en 2026? Il est toujours opérationnel ou pas? Non, alors il a été pendant un temps, donc il a été envahi par Daesh, bon, qui n'ont rien pu en faire, puis qui se sont fait en fait mettre dehors par notamment les Kurdes et les Américains. Les Américains s'en sont servis pendant pas mal de temps de base, voilà, donc. Et actuellement, je ne sais pas exactement ce que devient l'usine. En tout cas, elle n'a, à ma connaissance, à notre connaissance, elle n'a pas été récupérée par Holcim. Donc, c'est pas les conditions. Enfin, de toute façon, c'était très ambitieux. À Daesh, je pensais qu'ils allaient pouvoir produire du ciment, mais en fait, produire du ciment, ça se produit pas comme ça, quoi. Faut les fours, faut les entretenir, voilà. Donc là, je pense que l'actif, il reste pas grand-chose. Enfin, en tout cas, ça ne marche plus. D'accord, Normalement, merci. c'est là. Oui, normalement, c'est là. Normalement, les installations restent toujours en fait sur place, mais comme l'a dit Nathalie, je pense en 2015-2016, ça a été justement utilisé comme base militaire par les Américains et les Français qui se trouvaient sur place. Et par la suite, bon, ça a été peut-être abandonné, mais en tout cas, jamais détruit complètement. Et même lorsque la coalition internationale bombardait, c'est ça ce qui est intéressant quand même, bombardait les positions clés de Daesh, jamais l'usine n'a été touchée. Alors, est-ce que c'est volontiers ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des installations, apparemment des tours assez grandes, ce qu'ils ont bien servi en fait de tours d'observation pour les troupes américaines et françaises. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Écoutez, je pense qu'on peut en rester là. En tout cas, merci beaucoup pour ces interventions. Je pense que c'était riche dans un contexte. Il y a Nicolas peut-être qui a une question. Le micro est OK, c'est pour... D'accord. Merci à tous, Alors, en tout cas, pour votre invitation. On était ravis de participer. Merci Merci beaucoup, C'était Nathalie, très Anna intéressant. et Charbel pour avoir accepté. Ouais.
Oui, très riche et très intéressant. Merci beaucoup. Et j'aimerais peut-être rappeler que dans quelques semaines, il va y avoir l'université d'été le 2 et 3 juillet à Aix-en-Provence. Donc, vous pouvez voir, je pense, sur le site de la Fabrique de l'exportation SCI. Et prochain webinaire, en fait, le 9 juillet, l'accord de libre-échange, en fait, Union européenne, Inde, l'Europe cherche à diversifier, l'Inde cherche des usines, donc par Catherine Brosse, le 9 juillet à 18h. Voilà. Donc, encore merci. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au plaisir et bonne fin de soirée à tous. À toutes. Merci. Merci. Merci.